Bonjour à tous. Ça fait 3 semaines pile aujourd'hui que l'Europe s'est réveillée avec la guerre à ses portes. 3 semaines, c'est peu parce que les guerres sont toujours beaucoup plus longues, plus dures, plus lentes, plus cruelles, plus coûteuses qu'on ne l'imagine. Les guerres ne ressemblent pas aux films de guerre et il faut qu'elles soient finies depuis longtemps pour qu'on en comprenne toute la logique et tous les ressorts. Mais d'ores et déjà, on sait que cette guerre en Ukraine fait entrer le monde dans une nouvelle époque, qu'il y aura avant et après. La mise au banc de la Russie la précipite dans les bras de la Chine, par exemple, ce qu'elle ne voulait pas forcément. Et en même temps, c'en est fini de la stabilité qui a justement permis à la Chine son essor de ces dernières années. L'Europe, qui a été impuissante à imposer le respect des accords de Minsk, eh bien, se décide et s'imagine, rêve d'être une puissance et d'avoir une défense. Il est un peu tard peut-être, mais elle se retrouve en fait de plus en plus inféodée aux États-Unis sur le plan de la défense. L'Asie, l'Afrique, le Maghreb restent au balcon, mais ils n'en sortiront pas indemnes car chacun va payer la facture. La Russie et l'Ukraine assuraient à peu près le tiers des exportations d'engrais, 80% du blé, dans des pays aussi divers que l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Soudan, la Turquie, le Congo. Les Nations Unies voient déjà poindre à l'horizon de multiples famines. On va en parler dans les années qui viennent. Dans ce chaos, il n'y a qu'un pays qui sort en quelque sorte renforcé, un pays que tout le monde regarde, c'est celui qui est dévasté par la guerre, c'est l'Ukraine. Le sentiment national s'est renforcé avec la défaite, et ça c'est une constante de l'histoire. On a vu ça en France après la guerre de Sedan, la guerre de 1870. Il y a un sentiment national qui est devenu très vivace, et le président Zelensky est devenu une sorte de star mondiale qui va de parlement en parlement. Il reste toujours dans son palais ou dans son sous-sol, mais il apparaît sur tous les parlements pour prêcher la bonne parole. On va parler de l'Ukraine avec un homme qui a passé ces dernières années à tenter de connaître l'histoire de l'Ukraine, à tenter de comprendre l'âme de son pays. Bienvenue sur Télésud, Pierre Laurin. Merci. Vous êtes l'auteur de cette Ukraine, une histoire entre deux destins, qui est publié chez Bartilla. Il faut que je vous présente quand même. Vous êtes journaliste. Non, vous êtes écrivain, vous avez été journaliste. J'ai été journaliste. Et vous avez en fait découvert l'Union soviétique dans les années 80, à la fin de la période brejnevienne. Vous avez scruté ce qui se passait au Kremlin au moment de la perestroïka. Vous avez voyagé dans le pays. Vous êtes intéressé à l'histoire de la Russie, vous avez écrit de nombreux ouvrages et vous avez aussi découvert Vladimir Poutine tout à fait au début. Vous avez écrit sur lui et vous avez essayé de sonder l'histoire et d'expliquer ainsi le présent. Le dernier livre que vous avez publié, donc, vous avez eu le nez creux, c'est cette histoire de l'Ukraine. Vous allez nous raconter comment vous êtes venu à l'Ukraine, pourquoi vous êtes attelé à ce travail. C'est un gros travail. Le livre est très épais, il est très dense. Il fait 679 pages. Toujours impressionné quand même, un travail de si longue haleine. Je voudrais vous demander, est-ce que vous vous attendiez, vous qui avez travaillé sur l'Ukraine depuis toutes ces années, est-ce que vous vous attendiez à la guerre ou est-ce que vous avez été pris de court comme tous les gens, comme tous les spécialistes ? J'ai été sidéré. C'est-à-dire que jeudi, il y a 3 semaines, quand vous êtes réveillé, que vous avez allumé le poste, vous êtes tombé du lit. Ce n'est pas possible, je suis dans un univers parallèle. Pourquoi est-ce que vous pensiez que ce n'était pas possible ? Parce que ce n'était pas l'intérêt de la Russie ? Ce n'était pas l'intérêt, à ce moment-là en tout cas, ce n'était pas l'intérêt de rompre une chaîne qui était en train de se développer. On avançait à très petits pas dans le sens des négociations. La Russie négociait avec les États-Unis, qui lui présentaient régulièrement des fins de non-recevoir à tout ce qu'elle proposait. Avec l'OTAN, c'était la même chose. Mais avec les partenaires européens, il y avait des ouvertures, il y avait des possibilités. On commençait à penser que de la même manière qu'on était parvenu à un arrangement avec l'Union soviétique dans les années 70, avec le processus d'Helsinki qui s'est
transformée en cette formidable machine qui existe aujourd'hui, qui est l'Organisation de la sécurité de la coopération en Europe, l'OSCE. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Mais aujourd'hui, la Russie a été chassée du Conseil de l'Europe, qui est l'une des émanations de ces accords d'Helsinki. La Russie elle a claqué la porte juste avant d'en être chassée. Oui. Mais à l'époque, ça avait permis toute la détente. Après, donc vous n'y attendiez pas, 3 semaines après, vous avez compris pourquoi la guerre avait éclaté maintenant. Je crois que je commence à avoir des idées. Je pense que Vladimir Poutine a décidé que trop c'était trop et qu'il fallait trancher dans le vif parce que sinon la Russie ne se ferait jamais entendre. Je ne cautionne pas cette décision. Je ne demande pas de le bénir. Je vous demande juste de me dire pourquoi maintenant, alors que ce n'est pas la bonne saison, parce qu'avec le dégel, les blindés s'embourbent, c'était pas forcément... pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? C'est de l'impatience ? Parce que je pense qu'il est pris par le temps pour des raisons qu'on ne parvient pas à comprendre très bien et qui... une chose m'a frappé, c'est que quand on le regarde faire ses discours, il me fait penser à un président français qui était Georges Pompidou et qui était très malade. Il était sous cortisone et il apparaissait avec les traits gonflés, bouffis, déformés. Et c'est à peu près ce que je ressens en regardant Poutine aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a seulement 5 ans, ce n'était pas le même homme. Il parlait différemment, il avait des attitudes différentes, il était beaucoup moins passéiste, à essayer d'expliquer l'histoire. Oui, il a fait un discours hier qui est une sorte de discours fleuve qui réinscrit son action à l'intérieur d'un schéma historique très paranoïaque d'ailleurs, où il se présente comme finalement la Russie comme vraiment la victime des manigances de l'étranger. C'est comme ça qu'il le perçoit, mais ce n'est pas lui seulement qui le perçoit comme cela. La majorité des Russes le perçoivent indépendamment de la propagande qui peut agir ou quoi. Vous n'êtes pas surpris quand même que le président russe explique que les sanctions qui ont été décidées après son invasion de l'Ukraine, il les assimile à un pogrom, c'est-à-dire à la violence contre les Juifs commise par les nazis. Non, vous n'êtes pas surpris de cette victimisation ? En russe, le mot pogrom n'a pas exactement le même sens. Mais il parle des pogroms des Juifs. Oui, mais c'est exactement comme pour les Américains le mot croisade. Ça n'a rien à voir avec la connotation des croisades. C'est en fait une cause que l'on embrasse et que l'on défend. Et là, effectivement, en ce qui concerne le mot pogrom, il a un sens qui, en Russie, dépasse complètement. Même si on fait effectivement référence au pogrom des Juifs, qui était très fréquent à l'époque tsariste. Mais donc, vous pensez que l'homme, en le regardant, donc ces traits un peu bouffis, est sans doute malade, que l'isolement auquel il s'est soumis depuis 2 ans, en étant retranché dans sa datcha, pourrait-on dire, en s'abritant du Covid, et on l'a vu tenant à grande distance de ses ministres ou de ses hôtes. Oui, absolument. Mais que c'est par éclipse, ça. Il se tient à 10 mètres du président français, mais il est à tout touche du président chinois, quand même, quand il va au jeu. Parce que les conditions ne sont pas les mêmes et ils se soumettent à des processus de contrôle du Covid qui sont un peu différents. Il n'a pas confiance visiblement dans le il n'a pas confiance dans le Sputnik, dans le vaccin russe. Si, le vaccin russe, il fonctionne aussi bien ou aussi mal que les vaccins occidentaux. Il faut croire qu'il n'a pas été vacciné, alors. Si, il a certainement été vacciné, mais vous savez, beaucoup de gens ont reçu leurs 3 doses et tombent malades tout de même. Ce n'est pas une panacée. Alors, en ce qui concerne, je reviens à cette idée s'il est malade, s'il le sait, s'il estime qu'il lui reste relativement peu de temps, la tentation qu'il peut avoir, c'est de faire place nette, de débarrasser la Russie du problème de l'épine dans le pied ukrainienne et de laisser place nette à son successeur, quel qu'il soit.
Place nette, façon de parler. Pour l'instant, c'est les débris. C'est les oui, décombres. certainement. Mais s'il règle le problème du Donbass, ensuite, il n'y a pas pour la Russie de réel problème géopolitique en Europe. Il y a la Crimée. Non, la Crimée sera réglée en même temps que le Donbass. Ouais. Si effectivement on vous arrive... pensez en faisant la guerre, en allant détruire une partie de l'Ukraine, quand il se retirera, on lui concédera et la Crimée, désormais annexée à la Fédération de Russie. De toute façon, les Russes ne reviendront jamais sur la Crimée, jamais. Ils ne l'abandonneront pas, Non. mais ils le sûr. feront admettre. Je crois que ce sera admis avec le temps. Vous savez, un pays qui est majoritairement composé de Russes ethniques, non pas de russophiles, de russophones, d'Ukrainiens qui seraient partisans de la Russie. Non, ce sont des Russes ethniques à 70%. Oui. Bon, est-ce qu'on peut s'opposer alors que l'on concède l'indépendance au Kosovo ou effectivement les Albanais? Oui, mais justement, la Russie contestait la reconnaissance Oui, du Kosovo. tout à fait. Donc on ne peut pas être à la fois contre le Kosovo indépendant mais à la Serbie et pour la Crimée. Bon, c'est un peu des querelles d'Allemands. Tout ça, c'est un peu compliqué. On va essayer Ils sont très subtils, les Allemands, attention. Oui, mais on va essayer de faire un peu plus. On va essayer de simplifier les équations. En même temps, la guerre simplifie les choses. On parle beaucoup de Vladimir Poutine. Peut-être est-il malade. En tout cas, il est impatient. Et en tout cas, il a une vision assez paranoïaque de l'histoire. J'insiste. Parce que se décrire comme le juif des nations, expliquer qu'il a été piégé, voir un complot. Il a une vision complotiste, ça. C'est son héritage d'agent du KGB. Non. Peut-être, mais je ne suis pas sûr. Vous savez, si vous regardez les choses d'une manière avec beaucoup plus de distance et plus objective, vous vous rendez compte que voilà un homme qui a été élu en 2000. La première chose qu'il fait, c'est demander à l'OTAN si la Russie peut intégrer. Et on lui répond non. Est-ce que la Russie peut établir un lien d'alliance entre l'OTAN et le pays? Et on lui répond oui, on peut voir cela. Un dialogue. Un dialogue. On crée en 2002 le Conseil Russie-OTAN. Pour la Russie, c'est une victoire. Elle se retrouve à l'intérieur de ce Conseil, non pas dans un duo avec l'OTAN, mais intégrée à l'intérieur des pays qui composent l'OTAN. Autour de la table, tous les pays sont à égalité, les membres de l'OTAN et la Russie. Et ils discutent, et c'est formidable. Et puis arrive un événement imprévisible, c'est la volonté américaine d'intervenir en Irak et de chasser Saddam Hussein. Et là, la France, l'Allemagne et la Russie ne sont pas d'accord. Et c'est la France qui met son veto au Conseil de sécurité. Ce n'est pas la Russie, c'est la France. Qui menace. Une fois que la France a dit non, la Russie dit non aussi. Surprise à la fin de la guerre, lorsque les Américains décident que, ils vont punir les coupables, ce n'est pas la France ou l'Allemagne qu'ils punissent, c'est la Russie. Alors que la Russie, au départ, était prête à aller avec eux. Si on lui avait tendu la main, elle serait allée. Et ainsi de suite, et progressivement, de coup en coup. L'affaire est scellée, il y a 15 ans, 2007, le président a compris, russe, et fait un discours à Munich, devant un discours sur la stratégie. Il a compris que désormais, avec l'OTAN, il va falloir entrer dans un rapport de force. Expliquez-moi, parce que, on peut parler de Poutine pendant des heures, mais l'important, c'est l'Ukraine. Oui, bien sûr. Une histoire entre deux destins. Est-ce que vous diriez que la guerre qui sévit depuis 3 semaines est une guerre civile? Voilà. C'est quoi une guerre civile? C'est ça le problème. Eh bien, entre Russes du Nord et Russes du Sud. Entre Slaves. Entre Slaves. Oui, c'est une guerre civile d'une certaine manière. C'est surtout une guerre civile à l'intérieur d'un pays parce qu'il y a 2 peuples différents. C'est le même peuple mais avec 2 tendances différentes. Il y a des Russes qui sont des Russes ethniques d'un côté et il y a des Ukrainiens qui sont des Ukrainiens ethniques de l'autre côté. Les Ukrainiens ethniques sont tournés vers l'Europe. Pourquoi? Parce que le nationalisme ukrainien est né en Autriche. Il est né dans la partie de l'Ukraine actuelle qui faisait partie de l'Empire austro-hongrois, puis de la double monarchie, la Galicie.
Là, la question de savoir s'ils sont slaves ou s'ils sont européens ne se pose pas. Ils sont européens. Ils sont les deux. Mais bon, cette partie a été intégrée à l'Ukraine russe, disons, à l'Ukraine du Dniepr, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et là, ça a été terrible, parce qu'ils ont subi la soviétisation. Les élites ont été décimées, la population qui ne convenait pas a été éliminée, et c'est comment dirais-je, c'est vraiment une douleur, une souffrance quotidienne. Traumatisme terrible. Un traumatisme. Et c'est récent, ça, un siècle en fait. Moins d'un siècle. Moins d'un siècle. Et donc, ces gens ne peuvent pas voir ni l'Union soviétique, ni évidemment la Russie. Ah oui, donc il y a une hostilité d'une partie de la population ukrainienne avant même la chute du mur, depuis la chute du mur, qui a perduré. Absolument. Depuis 30 ans. Mais ça s'est vu. Et vous avez rencontré, vous, à Tbilissi, pardonnez-moi, vous avez rencontré à Kiev, oui, en Ukraine, de ces Ukrainiens qui sont hostiles à leurs frères. Absolument. Et ils sont très nombreux. Ils représentent, à l'ouest de l'Ukraine, ils représentent des majorités. Est-ce que Volodymyr... À l'est, c'est différent. Est-ce que Volodymyr Zelensky peut être rattaché, est l'homme de cette opposition assez frontale à la Russie? Non, pas du tout. Non. Au contraire, au début, lorsqu'il a été élu, il était élu sur un programme de paix. Ramener la paix dans le Donbass. Il promet de dialoguer avec Poutine. Le dialogue, une sorte de parvenir à une entente sur le fait que... Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Alors, son programme, c'était la paix par l'application des accords de Minsk. Les accords de Minsk prévoient que la constitution ukrainienne doit être réformée pour admettre l'autonomie des régions du Donbass, mais également d'autres régions à l'ouest du pays qui sont de langue hongroise. Et alors, il n'a pas de majorité pour le faire? Mais bien sûr qu'il a une majorité. Il a 73% de la population au second tour qui était sur ce programme, sur cette ligne. Mais la réforme de la Constitution, pourquoi il ne la fait pas? Parce qu'on l'empêche de la faire, parce que les militaires sont contre lui, et ils veulent que la guerre se poursuive. Les oligarques sont contre lui parce qu'ils veulent que la guerre se poursuive. La guerre du Donbass, on ne parle pas de la guerre actuelle. Les manifestants dans la rue. Les manifestants dans la rue, les gens qui défilent sous les bannières néo-nazis régulièrement pour les anniversaires. Combien de personnes? Ça représente quoi? Mais ce n'est pas la question de combien. Ça représente un certain... Bon, très peu électoralement. Un petit courant ultranationaliste. Mais en revanche, dans l'armée ukrainienne, les régiments qui sont imprégnés par cette idée néo-nazie, etc., ils font partie de l'armée et ils contaminent de proche en proche les combattants ukrainiens, les militaires ukrainiens, de la même manière qu'il y a toujours dans toutes les armées du monde des nostalgiques. Pierre Laurin, une armée, ça se purge. Mais on ne peut pas la purger. Un état-major est fait pour ça, non? Lorsque l'état-major contrôle le président, c'est impossible de purger une armée. Pour vous, Zelensky était la marionnette de l'état-major? Je pense que Zelensky n'est pas une marionnette, mais il est pieds et poings liés par ses militaires, par ses oligarques et par les Américains, par les États-Unis. À la chaleur des combats, vu la catastrophe ambiante et vu la dimension incroyable qu'a pris ce président, c'est un héros. Bien sûr que c'est un héros, mais il l'était dès le départ. Il est prêt à sacrifier sa vie. Il est magnifique, tout le monde l'admire, il est applaudi debout par toutes les assemblées où il apparaît en vidéo. Mais il était déjà comme ça au départ. C'est quelqu'un qui est investi d'une mission qu'il n'a pas pu accomplir, et au fur et à mesure qu'il est empêché de faire ce qu'il veut, eh bien, il se trouve d'autres éléments pour... Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il est incapable de fléchir, justement, cet état profond, ces militaires, ces oligarques? Je crois que ça se voit. Il y a 2 jours, il parlait de neutraliser l'Ukraine. Ouais. Il disait... En tout cas, il renonçait à adhérer à l'OTAN.
Ah oui, il renonçait, et puis il évoquait le fait qu'on pouvait, sous certaines conditions, trouver une entente pour que l'Ukraine soit neutre. OK. 2 jours plus tard, il dit non, non, j'ai jamais dit ça. Parce que, visiblement... Vous pensez que sa vie est en danger? Oui. Vous pensez qu'il ne survivra pas, ces événements? Je pense qu'il survivra, oui. Je pense qu'il survivra. Ah bon? Vous savez, une anecdote, c'est très simple. L'ancien président Poroshenko, son prédécesseur, qui a signé les accords de Minsk, a été mis en accusation par certains députés ukrainiens qui prétendaient qu'il était un traître de la nation parce que, justement, il avait signé ces accords. Et donc, on risquait de lui faire un procès. Et le président Poutine, en plaisantant, lors de la conférence de presse avec Macron, il dit qu'il est prêt à accorder l'asile politique à Poroshenko. Comme il l'a accordé à Yanukovych, son prédécesseur. Oui. Et de la même manière, il accordera un blanc-seing à Zelensky parce qu'il n'a pas du tout l'intention d'en faire un martyr. Mais qui peut imaginer que Volodymyr Zelensky aille chercher refuge? Mais non, il ne cherchera pas refuge en Russie. Bien sûr. Mais simplement, les Russes feront en sorte qu'il ne soit pas tué. Comment est-ce que vous expliquez que la façon dont la Russie fait la guerre? Parce qu'on a l'impression qu'elle traite l'Ukraine, ce pays si proche, ce cousin immédiat, ce voisin immédiat, on a l'impression que la Russie traite l'Ukraine comme, un pays très lointain, et comme on le faisait jadis, en rasant les villes, en écrasant la population sous les bombes, par la terreur et par la force brute. Je crois qu'on a une vision de la situation sur le terrain qui est très déformée. Actuellement, nous avons une vision unique, c'est-à-dire que tout ce qui vient d'Ukraine est pris pour argent comptant. On a des témoignages qui sont d'une part contradictoires. On a une situation sur le terrain que l'on voit sous un prisme déformant. Là où l'on se bat réellement, où il y a des combats très violents, c'est dans le Donbass. Ouais. Là, il n'y a aucun doute. Les Russes et les séparatistes mettent le paquet. Et c'est également là que se trouvent les fameuses divisions. Oui. Que les Russes accusent d'être nazis. Dites-moi, oui. qui ont intégré des éléments des brigades ou des divisions Azov. Vous qui êtes historien, parce que je vous pose des questions en tant que spécialiste de l'Ukraine, ce que vous êtes, et en même temps en tant qu'historien. Je reviens un instant sur Vladimir Poutine. On a dit, à l'époque où il a été nommé, après des premiers ministres insignifiants, quand on a voulu, paraît-il, soumettre son nom à Boris Eltsine, qui était le président en fin de règne, on l'a placé au pouvoir pour qu'il fasse mine d'être un homme fort, disait-on à l'époque. Je ne me rappelle avoir lu ça. Et c'est comme ça qu'on l'a vendu, en tout cas, à Boris Eltsine, parce qu'il avait des services secrets et qu'il avait l'air sérieux. Il pouvait jouer aux hommes forts. Est-ce qu'il n'a pas fini par y croire? Est-ce qu'à force de faire, avec beaucoup de narcissisme d'ailleurs, de poser en pêcheur, en pilote, en torse nu, en lutteur, en judoka, à force d'être comme ça la caricature de la force, il n'a pas imaginé qu'il pouvait imposer sa volonté à un peuple de 45 millions d'habitants, à toute l'Europe et au monde entier? C'est très difficile de répondre à cette question. Je ne pense pas, honnêtement, qu'il ait été appelé pour être l'homme fort. N'importe qui derrière Boris Yeltsin aurait semblé fort. Ouais. Mais là on est plus près du docteur Folamour, qui brandit la menace nucléaire, qui menace la Terre entière, et qui se victimise en même temps que d'un dirigeant rationnel, fort. Mais il n'était pas comme ça il y a à peine quelques années. D'accord. Il n'était pas comme ça. Là, la question qui se pose est: que s'est-il passé au cours des dernières années? Qu'est-ce qui va se passer en Ukraine, pour vous, dans le sentiment national ukrainien, qui a émergé quand même? Bien sûr, mais c'est tout récent, ça a 30 ans.
Il faut comprendre une chose, c'est qu'en Ukraine, c'est vraiment un creuset de peuples des peuples qui composaient l'ancienne Union soviétique. Il y a de tout. Mais il y avait, dans la totalité de l'Ukraine, 17% de Russes ethniques. Ces 17% de Russes ethniques étaient concentrés en Crimée et dans le Donbass. Ces parties-là, de toute manière, sont perdues pour l'Ukraine. Le reste de l'Ukraine, effectivement, devient un peuple ukrainien. La grande épreuve. Il traverse là la grande épreuve. La grande épreuve formatrice, oui, c'est comme ça que naissent les nations. Cette nation ukrainienne sera extérieure à la Crimée et au Donbass. Et finalement, ce ne sera pas plus mal, parce que ce sera une nation qui, à travers l'épreuve, aura acquis une conscience nationale véritable, et non pas une conscience fictive, comme elle a eu pendant longtemps, artificielle. Ce n'est plus une colonie russe, ce n'est plus une colonie soviétique. Ça n'a jamais été une colonie russe ni soviétique. Non. Soviétique un peu quand même. C'était un pays... C'était la Russie. La République de l'Union soviétique, la République socialiste soviétique, qui était la mieux choyée par Moscou. Après avoir été martyrisée. Mais bien entendu, mais toute l'Union soviétique a été martyrisée. Et pas seulement l'Ukraine. Les famines, c'est quand même spécial. Les famines touchaient également le sud de la Russie et le Kazakhstan. Une histoire entre deux destins, les deux étant tragiques aujourd'hui. C'est Pierre Laurin, c'est publié chez Bartilla, et il faut le lire pour comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer, parce que ça va durer très longtemps. Merci beaucoup Pierre Laurin, on aura l'occasion de se revoir. Oui, sans doute, oui. Si ça dure très longtemps, oui, vraisemblablement. Espérons. Non, au contraire, espérons que nous soyons toujours là. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, sur Télé Sud.